Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, ouverture du CELAB Livestock Show, parc d'exposition à Port-Bouët. Un rendez-vous qui se déroule du 22 au 24 novembre. Un événement pour faire de l'élevage un levier de développement économique. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé appelle les acteurs à mettre en avant des solutions innovantes. La gestion des entreprises publiques continue de s'améliorer pour l'exercice 2023. 63 milliards de dividendes ont été réalisés. De nouveaux instruments sont mis en place pour les bonnes pratiques de gouvernance et de gestion. Les directeurs généraux et PCA ont reçu un guide et un livret. Et la contribution du secteur de l'agro-transformation dans la politique de souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Voilà l'idée qui a guidé les journées nationales de la transformation. Cette 9e édition, ouverte par le ministère du Commerce et de l'Industrie, a pour objectif de mettre en place des stratégies. Et puis l'année 2024 a été la plus meurtrière pour les travailleurs humanitaires dans le monde. Au total, 280 travailleurs humanitaires tués, dont nombre d'entre eux dans la bande de Gaza. C'est ce qu'indiquent les Nations Unies, l'ONU qui demande que les responsables soient poursuivis. Ce vendredi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a inauguré la 3e édition du CELAB Livestock Show, parc d'exposition à Port-Bouët, un événement organisé par Next Sustainable Initiative en partenariat avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. Ce sommet placé sous le thème « Rentabiliser votre élevage » rassemble 50 000 participants et 400 exposants. Le Brésil, pays invité d'honneur, un rendez-vous qui se déroule jusqu'au 24 novembre. Il met en avant des solutions innovantes pour faire de l'élevage un levier de développement économique et de la sécurité alimentaire. Plusieurs personnalités ont participé à la cérémonie d'ouverture et je vous propose justement d'écouter le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Chers amis étudiants, vous êtes dans les écoles d'agriculture, d'élevage et de formation professionnelle. Vous vous êtes engagés dans une voie qui est très bonne. Et je suis venu ce matin au nom du président Alassane Ouattara pour vous dire que le secteur que vous avez choisi est un secteur d'avenir. En Côte d'Ivoire, nous importons pour près de 450 milliards de francs CFA en produits halieutiques. Nous importons aussi 120 à 150 milliards de francs CFA de produits en production animale. Dans ce secteur, nous avons plus de 100 000 emplois directs et 500 000 emplois indirects. Ces chiffres montrent à l'évidence que le secteur que vous avez choisi est un secteur d'avenir. C'est pourquoi je suis venu vous encourager afin que vous acceptiez de faire les efforts nécessaires dans vos études en étant rigoureux, en étant sérieux, en étant engagé, en étant serein. Parce que ce secteur est un secteur d'avenir qui va vous donner les réponses à vos interrogations. Le Premier ministre a également reçu les éléphants maracaniens. Ils sont vainqueurs, vous le savez, de la Coupe du Monde depuis le 6 octobre dernier à Abidjan. La Côte d'Ivoire inscrit son nom dans l'histoire du sport mondial. Le trophée a été officiellement présenté au Premier ministre. Marie-Chantal Akandan, Adama Kéré. Les éléphants maracaniers ont inscrit leur nom dans l'histoire du sport mondial. Le trophée Maramonde a été officiellement présenté au Premier ministre lors d'une cérémonie. La manifestation sportive ne se serait jamais réalisée si le président Alassane Ouattara n'avait pas pris la décision d'autoriser son organisation et sa prise en charge au plan financier. Le devoir de reconnaissance nous oblige donc à lui exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour cette décision historique, importante et avant-gardiste qui a permis d'offrir aux Ivoiriens, aux personnes vivant en Côte d'Ivoire et aux nombreux téléspectateurs de vivre des instants sportifs très précieusement appréciés par tous. Le ministre délégué Adjei Silas Metch a qualifié cette performance d'illustration parfaite de l'excellence sportive ivoirienne. À ce succès,
Les acteurs de ce triomphe historique ont été décorés dans l'Ordre national du mérite sportif. Une enveloppe de 200 millions de francs CFA a été remise aux acteurs ayant contribué à la réussite de l'événement. Des journalistes de la RTI ont également été honorés, témoignant de la reconnaissance nationale envers tous ceux qui ont contribué à ce succès. Et dans l'actualité ce vendredi, les travaux en commission se poursuivent à l'Assemblée nationale. Les ministres Adama Kamara et Belmont Dogo ont présenté leur budget devant la Commission des affaires économiques et financières. Ils ont dans leur exposé détaillé les actions prioritaires pour 2025. Ces séances se déroulent en présence du ministre des Finances et du Budget, Souleymane Donissongo. Les ministres Adama Kamara et Miss Belmont Dogo devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Les projets budget au titre de l'année sont adoptés à la majorité des parlementaires présents. Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, dresse le présent rapport à la fin des échanges. La vision du président de la République en matière de solidarité, en matière de protection sociale, en matière de travail, en adéquation avec les allocations budgétaires ont été adoptées en commission. Et je pense que le président de la République n'a pas eu tort pour l'exercice budgétaire 2025 d'augmenter les allocations budgétaires à ces deux importants ministères que sont le ministère en charge de la solidarité, surtout dans une période d'année électorale qui va s'ouvrir, et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui traite des questions de vulnérabilité en activité et quand on va à la retraite. Les projets budget des ministères de l'Emploi et de la Protection sociale, puis celui de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté au titre de l'année 2025 s'élèvent respectivement à 69 milliards de francs CFA et 64 milliards de francs CFA. La forte proportion du budget dédié à la protection sociale atteste de la volonté et l'engagement du gouvernement à redynamiser la croissance économique. Le médiateur de la République poursuit sa politique de décentralisation de l'institution. Adama Tungara a procédé à l'installation de Mamadou Sanogo comme nouveau médiateur délégué de la région de la Bagoué. Plusieurs personnalités politiques et administratives y ont participé. Il y a une mission, renforcer la cohésion sociale. Ami Sissoko. Juriste de formation et ancien sous-directeur du renforcement de la cohésion sociale, Mamadou Sanogo est le tout nouveau médiateur délégué de la Bagoué. C'est le médiateur de la République, Adama Tungara, qui a procédé à son installation à Boundiali. La médiature, c'est d'assurer la protection des droits des citoyens et l'équité dans le traitement de leurs préoccupations. Outre cette mission régalienne, la loi organique qui la régit fait du médiateur de la République un acteur majeur de renforcement de la cohésion sociale par la prévention ou le règlement des conflits communautaires. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre Bruno Nabanye-Koné, président du conseil régional de la Bagoué. Il a souligné l'importance de cette nomination, précisant que la représentation du médiateur de la République contribuera à renforcer le vivre ensemble. Chers médiateurs délégués, vous aurez à entendre les préoccupations de nos communautés, à capter leurs attentes. Vous devrez les aider à lever les incompréhensions avec l'administration, à apaiser les tensions éventuelles. Mamadou Sanogo succède à Siele Sédou Koulibaly. Ce dernier avait en charge la Bagoué, le Poro et le Tchologo. Dans les prochains jours, mon équipe et moi allons parcourir les départements, les sous-préfectures, les villages et les hameaux de la région pour présenter l'organe de médiation. Ce sera une occasion pour sensibiliser les populations à la paix. L'événement s'est poursuivi par la visite des locaux de la délégation régionale du médiateur de la République, spécialement aménagé pour offrir un cadre propice à la gestion des conflits et à la médiation. Pour faciliter ces déplacements, Mamadou Sanogo a également reçu un véhicule de commandement. Rendons-nous maintenant à Bakou, en Azerbaïdjan. La finance climat au menu d'une table ronde des parlementaires africains. C'est en marge de la COP29. Les élus des pays africains ont passé en revue les défis de la mobilisation des ressources. Ils ont également exploré les solutions pour les acteurs africains. Envoyé spéciaux à Bakou, Graskando, Adam Sangari. Le réseau africain des parlementaires sur le climat donne de la voix à Bakou, en Azerbaïdjan, dans le cadre de la COP29 sur les changements climatiques. À travers une table ronde,
Ces élus de la nation appellent à une mobilisation et une répartition équitable du financement climatique pour soutenir l'Afrique par le biais de mécanismes innovants. Ce que nous demandons, c'est que d'abord la voix de l'Afrique soit prise en compte, ensuite que les réparations soient faites, parce que l'Afrique subit ce qu'elle n'a pas causé. Aujourd'hui, les mécanismes de financement sont trop compliqués. Nous demandons leur simplification pour que l'accès à ces financements qui sont disponibles puisse être facile pour les pays africains et surtout les pays qui subissent le plus de dommages au niveau climatique. Quand je prends l'exemple de mon pays, le Tchad, aucune entité n'a obtenu une accréditation pour bénéficier d'un fonds climatique. Tout ça, c'est que le processus est complexe et je crois qu'avec la naissance du réseau africain sur les changements climatiques, ce serait une occasion pour les pays africains de bénéficier aussi de ces fonds climat qui aujourd'hui n'arrivent pas à obtenir. Combler le déficit de financement de la lutte contre le changement climatique et investir dans des infrastructures résilientes demande un renforcement de capacité des parties prenantes bénéficiaires. Nous attendons également le renforcement des capacités des parlementaires que nous sommes à l'effet donc de former ou bien de sensibiliser nos populations pour que les effets du changement climatique soient beaucoup moins ressentis, en tout cas par nos populations. Le réseau africain des parlementaires sur le climat souligne la nécessité de l'élaboration des cadres législatifs et de surveillance adaptés au climat. De Bakou, allons à New York pour parler de coopération. La Côte d'Ivoire et la Bolivie établissent des relations diplomatiques. La signature du communiqué conjoint a eu lieu ce mardi à la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU. Les documents ont été paraphés par Timoko Moriko, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies et son homologue de l'État de Bolivie. On en parle avec Michel Digré. Guidée par les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international, la Côte d'Ivoire et l'État plurinational de Bolivie ont procédé à la signature d'un communiqué conjoint portant établissement de relations diplomatiques. L'ambassadeur Rodriguez Diego a souligné l'importance de cet acte qui marque le début du renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment au sein des instances des Nations Unies. Nous exprimons notre profonde gratitude à la Côte d'Ivoire pour cette signature qui revêt une importance capitale pour la Bolivie car elle illustre le lien fraternel qui unit nos deux pays. Il est donc impératif que nous poursuivions nos efforts conjoints pour consolider nos relations de coopération dans l'objectif d'un développement mutuel. La Bolivie se réjouit pleinement de cette précieuse opportunité. L'ambassadeur Timoko Moriko, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, a indiqué que cette signature découle de la volonté du président Alassane Ouattara d'élargir le cercle des amis de la Côte d'Ivoire et d'agrandir sa carte diplomatique. La Bolivie fait partie des 6 pays pour lesquels le Conseil des ministres, lors de sa séance du 30 septembre dernier, a marqué son accord pour l'établissement de relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, la gestion des entreprises publiques en amélioration constante pour l'exercice 2023. 63 milliards de francs CFA de dividendes ont été réalisés pour améliorer ses performances. De nouveaux instruments sont mis en place, des guides et des livrets pour promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance et de gestion. Le ministre Moussa Sanogo a remis ces documents aux dirigeants sociaux des entreprises publiques. Lansine Bakayoko. Même s'il reste encore des marges de progression importantes, les 87 entreprises publiques que compte le portefeuille de l'État ont réalisé des dividendes de l'ordre de 63 milliards de francs CFA. Un pas important a également été observé dans la gouvernance. Ce sont 35 directeurs généraux qui disposent aujourd'hui d'une lettre d'émission. Ce sont 49 conseils d'administration qui ont été évalués par les cabinets indépendants. Et ce sont 25 conseils d'administration qui ont procédé à une auto-évaluation. La rentabilité de ces entreprises publiques est d'autant urgente que la Direction générale du portefeuille de l'État a mis en place de nouveaux instruments destinés à promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion. Une demi-dizaine de livrets de l'administrateur et un guide de gouvernance. Pour chacune des parties prenantes, ces documents représentent incontestablement des supports de référence et d'aide à la gestion. Ce guide de gouvernance, dont la présente cérémonie consacre la présentation,
ainsi que les 5 livrets se rapportant aux attributions et au fonctionnement des organes sociaux et des assemblées d'actionnaires sont des productions inédites de notre département. La mise en pratique scrupuleuse des principes et mesures qui y sont référencés permettra à nos sociétés de renforcer leur alignement aux normes des meilleures pratiques en matière de gouvernance. Ce sont des documents qui, de notre point de vue, sont utiles pour une montée en puissance rapide des nouveaux administrateurs. Ils devraient également permettre une meilleure connaissance des délimitations des pouvoirs des dirigeants sociaux, ce qui éviterait les conflits de compétences. Tous ces changements devraient contribuer à une meilleure amélioration de la croissance générale des entreprises publiques et à une interaction des parties en présence. Au niveau de la formation, c'est une figure incontournable des sciences juridiques, administratives et politiques. Un hommage rendu au professeur Francisco Diedro Melej, un colloque international à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en présence de Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Le monde scientifique a célébré les œuvres et l'engagement de ce grand intellectuel ivoirien et africain. Sephora Zegui, Jacob Kinibois. Professeur titulaire de droit public, ancien doyen de la faculté de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny et fervent défenseur de la formation des juristes en Afrique, le professeur Francisco Diedro Melej a consacré sa vie à l'enseignement et à la recherche. Ses anciens étudiants, mais également ses collègues venus de la France, du Sénégal et du Burkina Faso, entre autres, reconnaissent le travail qu'il a effectué au sein de la faculté des sciences juridiques et ceux de son vivant. Il a dédié une grande partie de sa vie dans l'enseignement, à transmettre la connaissance, à engendrer des esprits. Et maintenant, il a fait voilà, ce droit à la retraite. Il nous a tous encadrés. Il m'a beaucoup poussé pour que je puisse soutenir ma thèse. Et je crois que c'est un hommage mérité pour quelqu'un qui a donné beaucoup à la Côte d'Ivoire. Ce colloque international a permis de tisser des liens entre les générations d'enseignants, d'étudiants et de professionnels du droit, renforçant ainsi l'héritage du professeur Melej. Ça va qu'on a été étudié dans la société, qu'on a été étudié à l'université, dans les universités, et que les autres vous reconnaissent vos statuts. Et cette forme de reconnaissance et de gratitude, ça me va vraiment droit au cœur. La présence de Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, une reconnaissance institutionnelle forte qui a renforcé l'importance de l'événement. Pour lui, Francisco Diedro Melej est un modèle de rigueur académique. La Côte d'Ivoire vous est particulièrement reconnaissante pour votre participation républicaine et votre rôle essentiel en tant que secrétaire général du Conseil constitutionnel et membre du comité d'experts chargé de la rédaction de l'avant-projet de ce qui constitue aujourd'hui la norme fondamentale de notre pays, la Constitution du 8 novembre 2016. Je voudrais ainsi joindre ma voix à celle de vos pairs et de toutes les personnes réunies pour rendre un hommage mérité et appuyé à l'homme de devoir que vous avez été pour l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire et ailleurs. Je voudrais surtout vous exprimer mes vives félicitations pour cette carrière bien remplie. Les échanges ont permis de revenir sur les grands axes de l'œuvre académique du professeur Francisco Diedro Melej, qui a marqué la scène scientifique internationale. Des thématiques comme le droit public africain, la gouvernance démocratique et les défis politiques du continent ont été abordés par des chercheurs, tous animés par un profond respect pour l'homme et son œuvre. Et après l'enseignement supérieur, l'on voit dans le monde de l'éducation nationale, 45 ans après sa création, le lycée moderne de Beaunois vient d'être réhabilité. Après 2 mois de travaux, les élèves et le corps enseignant sont désormais dans d'excellentes conditions d'apprentissage et de travail. Ce jeudi, la ministre de l'Éducation nationale a visité l'établissement. Au-delà de Beaunois, Maria Toukone rassure, les rénovations concernent toutes les écoles du pays. Sephora Zegui. C'est un jour historique pour la ville de Beaunois dans la région du Sud Comoé. Après 45 ans d'existence, le lycée moderne de Beaunois a été entièrement réhabilité. Pour les élèves, ce lycée rénové représente un nouveau départ. Ils expriment donc leur joie de pouvoir évoluer dans un cadre moderne et fonctionnel. Il n'y avait pas de lumière, de tables suffisant. Aujourd'hui, je constate que notre école
est remplie de tabac. Madame la ministre, ça fait beaucoup pour nous et je la remercie beaucoup. En effet, après 4 décennies de service, le lycée moderne de Bonoa a bénéficié d'une rénovation complète de ses infrastructures. Nouvelles salles de classe, équipements modernes et amélioration de l'environnement scolaire avec une attention particulière à l'accessibilité et à la sécurité des élèves. Cette réhabilitation, qui fait partie du vaste programme du gouvernement pour moderniser les établissements scolaires à travers le pays, montre l'engagement de l'État à offrir un cadre d'apprentissage de qualité pour les générations futures. Et nous sommes émerveillés de voir tout ce changement depuis 1979. Pas de réhabilitation, pas de rénovation. C'est un programme que nous avons commencé, la réhabilitation et la rénovation de certains établissements scolaires en Côte d'Ivoire. On voit l'exemple avec Bonoa. Et vous verrez ailleurs également. Petit à petit, on ne peut pas tout faire en même temps, mais petit à petit, la rénovation va s'étendre à l'ensemble des établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Un pas de plus vers la modernisation de l'éducation en Côte d'Ivoire, un engagement qui se concrétise chaque jour, comme ici à Bonoa, avec des infrastructures plus adaptées aux besoins des élèves. Le lycée moderne de Bonoa est désormais un symbole de cette ambition et un modèle de ce que peut accomplir une vision d'avenir pour l'éducation dans le pays. Et son avènement a aussi servi la cause de l'éducation des enfants. Il a révolutionné le monde de l'information avec une autre façon de raconter les faits, rassembler et marquer l'histoire. La journée mondiale de la télévision, c'est tout le 21 novembre. La télévision qui a traversé les décennies en s'adaptant aux changements. Mais à l'ère du numérique et du streaming, comment s'en sort-elle? Ce que la télévision représente dans le quotidien aujourd'hui, un sujet de Kadikone, Franck Wadio. Elle illumine les écrans dès les années 30 en noir et blanc au fil des années. Que d'évolution! De 1960 à aujourd'hui, elle passe de l'écran couleur au câble, puis au magnétoscope et à la haute définition, au passage bouleversant les habitudes et le paysage médiatique avec l'avènement du numérique dans les années 2000. Avant, c'était le blanc-noir, on n'arrivait pas à distinguer l'image, mais actuellement, l'image est nette comme si tu es présent. Numérique, oui, mais pour quelle télévision aujourd'hui, vu l'émergence de nouveaux médias et de nouveaux outils fragmentant davantage à l'offre médiatique? Télévision, on regarde là, ça a une place. Parce que grâce à ça, j'ai toutes les informations de ce monde entier. La télévision joue un grand rôle aujourd'hui pour nos enfants et nous-mêmes pour nos parents. Dans l'Afrique même francophone, nos émissions sont regardées un peu partout. La télévision reste cependant le média clé et s'adapte aux besoins des nouveaux consommateurs. La RTI, assurant le service public en Côte d'Ivoire, a su aussi faire sa mue dans un contexte où cohabitent aujourd'hui plusieurs médias privés et commerciaux. C'est 24 sur 24. Même nos journalistes de télé qui viennent faire le journal télévisé s'arrêtent. Ça c'est plus. Ce 21 novembre, journée mondiale de la télévision au-delà du contenu à la demande, cet outil, la télévision, conserve aujourd'hui encore ses prérogatives: informer, divertir et rassembler. On reste dans ce monde de l'information. L'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement initie une caravane à l'intérieur du pays. Dans sa tribune Focus Développement, une immersion a été faite dans la région d'Unzi. Ils ont pu voir les réalisations en matière d'infrastructures sociales au profit des populations. Kader Sogodogo. Focus Développement, la tribune d'expression de l'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement est dans la région d'Unzi. Objectif, mettre en relief les atouts et les réalisations locales. C'est pour venir en aide au président du conseil régional, son équipe, pour qu'on puisse relayer tout ce qui a été entamé comme action de gouvernement au niveau de la région d'Unzi. Invité de la tribune, Nguessan Kofi Lataï, président du conseil régional. Construction et réhabilitation d'infrastructures sociales, adduction en eau potable, accès à l'éducation, à la santé, etc. Les réalisations sont nombreuses. Je vous dis merci et surtout au ministre de la Communication pour cette stratégie, cette approche qui vous permet de venir vers là où se trouvent les informations. Et je souhaite que cette initiative se perpétue et s'étende aux autres régions. Bokanda, Kwasi Kro et Timbokro, l'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement va 3 jours durant sillonner la région d'Unzi. La presse de proximité, une donne également soutenue.
Retour dans la capitale politique, la capitale économique. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a initié récemment à Abidjan la 9e édition des Journées nationales de la transformation. Ces journées pour parler de la contribution du secteur de l'agro-transformation dans la politique de la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Cet événement a permis de mettre en place des stratégies en vue de booster le secteur. Franck Quadio. Les journées de la transformation, 3 jours dès le 21 novembre, dédiés à décortiquer projets et initiatives à même d'accompagner la politique nationale en matière de sécurité alimentaire. Le cacao qui est torréfié avec des épices, des saveurs, comme la tiéké, voilà, des produits que l'on ne trouve pas en fait en France. La Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. Saluer CDT, IDT, qui ont été les maîtres d'œuvre de l'évolution de ce protocole d'accord entre l'État indien et la Côte d'Ivoire dans le domaine du transfert des technologies. Produits locaux, intrants, méthodes de stockage et de transformation. Ces journées portent bien leur thématique, la transformation du secteur de l'agro-transformation dans la politique de la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut faire avec vos produits, comment on peut leur ajouter de la valeur, comment vous pouvez créer de la richesse chez vous. On perd beaucoup de choses, on perd la première matière importante pour un homme, pour se construire, c'est l'information. Ces 9e journées de la transformation ont pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat agro-industriel. Nous avons goûté les produits du CIDT et de plusieurs autres centres. Ils sont très agréables. Nous devons encourager les fabricants de machines pour aller plus haut, plus loin et plus rapidement. Point d'orgue, le concours de la meilleure transformatrice et du meilleur équipementier, en plus de panels et autres expositions, ont meublé ces 9e journées de la transformation qui ont lieu au parc des démonstrations et de la transformation des technologies. C'est un projet majeur pour améliorer les recettes fiscales, le recensement électronique des parcelles et des activités économiques vise à mettre à jour les informations fiscales par le rattachement des activités économiques aux parcelles. Cette opération donc, est dans sa phase maintenant opérationnelle. La Direction générale des impôts et son partenaire technique l'ont lancé hier. Des détails avec Léon Brou. 3 données essentielles pour l'identifier: situation géographique, parcelle occupée, activité économique de l'entreprise. Un processus, 2 modes de recensement, l'auto-recensement physique ou papier et l'auto-recensement numérique. C'est une application intuitive et collaborative qui est mise en place avec des applications web également. L'application va être téléchargée à travers des stores pour vous recenser de façon autonome, le recensement assisté également, où nos équipes seront à vos côtés. Concrètement, ce recensement consiste à rattacher les sociétés aux parcelles qu'elles occupent sur le territoire national. Ainsi seront-elles identifiées avec précision et leur gestion par la Direction générale des impôts simplifiée. S'en trouveront plus juste et adapter le calcul de l'impôt dû et améliorer l'assiette et la recette fiscale de l'État et des collectivités. En ce qui concerne les impôts professionnels, en 2022, nous avons 48 milliards précisément, et en 2023, nous sommes passés à 56 milliards. Alors vous comprenez bien qu'avec les méthodes traditionnelles, nous avons constaté de telles évolutions. Maintenant, si nous intégrons l'applicatif informatique avec tout son arsenal d'intuition, de souplesse et d'interactivité, vous comprenez que les recettes seront forcément bonifiées parce que les méthodes seront adaptées aux nouvelles exigences. 6 mois, durée du REPAE, le recensement électronique des parcelles et activités économiques. 3 pour la sensibilisation et la géolocalisation des entreprises, couplée en 1 mois d'une opération test dans la commune de Makori, Aboissou, Dabou et Korogo. Dans l'actualité politique ce soir, le 30 novembre 2024, à Mossou se tient la convention du mouvement des générations capables. Une annonce faite au cours d'une conférence de presse tenue au siège. L'UMGC se prépare ainsi pour la présidentielle de 2025. Julien Gogo, Godefroy Okambawa. La première convention ordinaire du mouvement des générations capables est prévue pour ce 30 novembre 2024. Au cours de cette conférence de presse, Tapé Kipri, président du comité d'organisation, en donne le contenu. La convention est une instance importante dans la vie ou le fonctionnement du MGC. Le MGC se doit de se préparer
à ce rendez-vous important de la vie de notre nation. La présente rencontre avec vous, chers amis de la presse, a pour objet d'annoncer la tenue de la Convention. Pour le sujet, il sera question principalement d'adopter le projet de société et le programme de gouvernement du mouvement des générations capables. Le MGC fera le choix du candidat du mouvement des générations capables à l'élection présidentielle prochaine. Le conférencier a saisi l'occasion pour décliner les ambitions de son parti. Pour lui, le MGC entend construire une nouvelle Côte d'Ivoire avec de nouvelles valeurs. À la question de savoir si Simone Eivé, président du MGC, serait candidate à la Convention, sa réponse est claire. Oui, pour le moment, elle a déposé sa candidature. Est-ce qu'elle est seule? Pour le moment, elle est seule. Pour le moment, elle est seule. 6148 participants sont attendus à cette convention. Ils sont issus des délégations locales et des représentations extérieures du MGC. Dans le reste de l'actualité, selon les Nations Unies, l'année 2024 a été la plus meurtrière pour les humanitaires. Les conflits au Moyen-Orient sont la cause principale des 281 décès survenus dans le monde cette année. 230 travailleurs ont été tués dans les zones palestiniennes occupées. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que les arbres ne fleurissent que dans le champ de la vérité. Dieu le voulant, on se retrouve demain.